Bonjour, stress, dépression ou tout simplement recherche de bien-être, aller mieux passe souvent par la case psy. Et s'il existait d'autres méthodes, comme celle qui nous reconnecte avec la nature? Cette thérapie est peu connue, l'occasion d'ailleurs de faire connaissance avec l'une de ses adeptes, Marianne Grasselli-Meyer. Bonjour, et puis face à vous, Christophe Dubois, le psy. Discussion ouverte ce midi, avec vous également, l'antenne est là, réagissez, soyez pour ou contre. Marianne, la nature, ça résout tout? Ça ne résout pas, mais ça nous amène en quête, ça nous amène en tout cas à sortir un peu de nous-mêmes et de nos problèmes, et puis en même temps d'avoir un fabuleux miroir de qui nous sommes. Donc ça peut résoudre. Ça peut résoudre pas mal de choses. Si on est dans un mal-être, ça peut nous aider. Alors, il y a le curseur, il y a entre être pas bien dans sa peau jusqu'à la grande dépression. Donc, dans ce curseur, il faut voir où est-ce qu'on se situe et comment on peut s'aider. Est-ce que la nature, ça suffit, Christophe, ou il faut plutôt une personne en face de vous qui vous écoute, comme chez le psy? J'aime bien finalement cette nuance dans le curseur. C'est qu'en effet, on peut avoir une recherche de mieux-être, de bien-être. Et puis, la majorité des personnes qui s'adressent au psy, c'est souvent dans des conditions où on va très mal. Il faut quand même aller très mal que pour aller se confier, parler de sa vie privée à quelqu'un qu'on ne connaît pas et le payer en plus de ça. Et donc, on a quand même souvent affaire à des gens qui vont mal au point parfois que leur vie soit en danger. Est-ce que chez vous, on paye, Marianne, justement? On parlait de payer. On paye aussi le thérapeute pour accompagner, parce que aller dans la nature, ça ne se fait pas forcément du premier coup. Donc, il faut s'aider à capter la nature, à aller l'observer, à apprendre à s'émerveiller à nouveau, voire de développer une certaine curiosité envers soi-même et envers la nature pour qu'elle commence à nous répondre. C'est ce qu'on appelle l'écothérapie. Donc, évidemment, ça fait partie de cette nouvelle vague, cette nouvelle mode, de toute cette thérapie un petit peu parallèle à celle de la thérapie classique, on va dire, que vous pratiquez. Oui, bon, nouvelle vague, je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle vague. Finalement, il y a toujours eu des pratiques en lien avec la nature, l'énergie, qui sont toujours développées à côté de pratiques telles que la psychologie, la psychothérapie, la psychanalyse, et qui parfois peuvent se rejoindre en partie, mais pour autant, ça reste des pratiques qui sont tout à fait différentes. Est-ce que c'est en concurrence avec justement la psychothérapie? Je ne pense pas que ce soit de la concurrence, pas du tout. On ne traite pas les mêmes choses. Et alors, si certains aspects du quotidien peuvent se croiser dans les mêmes chemins de thérapie et du champ psy, même si ça se croise, pour autant, ça ne se remplace pas. On va essayer de comprendre avec vous. Vous voulez réagir peut-être, mais comprendre avec vous, c'est quoi l'écothérapie en pratique? En pratique, c'est mettre la personne en contact avec la nature, y trouver vraiment des réponses, voire des intuitions qui lui parlent et qui lui donnent des nouvelles ressources, qui lui donnent des nouvelles compétences. Par exemple, donnez-nous un exemple. Quelqu'un vient vous voir en disant « moi, je ne me sens pas bien pour telle et telle raison ». Quelle raison, par exemple? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle? Le manque de confiance, par exemple, qui peut être jusqu'au point où on est complètement paralysé, paniqué, où on n'arrive plus à rien faire. Donc vraiment, l'amener à différents endroits que moi je peux connaître, où par exemple on pourrait trouver un arbre déraciné qui est toujours très très impressionnant, et on voit toutes ces petites minuscules racines, et il ne s'agit pas d'être fort comme un tronc ou d'être dans l'impossibilité de correspondre à ce modèle-là, mais plutôt d'aller chercher toutes ces petites racines, à quoi elles correspondent pour soi. Donc c'est quoi alors pour vous la limite dans le mal-être? Quelqu'un s'adresse à vous parce qu'il va mal. C'est quoi les limites de ce que vous pouvez accompagner, faire comme chemin avec une personne? Alors, quelles sont les limites de la personne? Je dirais, et je crois que dans toute thérapie, il y a un volontariat, c'est-à-dire qu'il y a est-ce que je veux? Est-ce que je veux y aller? Est-ce que je veux être pris par la main? Est-ce que je veux discuter de ça? Vous pouvez aider dans le cadre d'une dépression, par exemple? Je pense que je peux aider dans la dépression réactionnelle, c'est-à-dire quand il y a vraiment un choc et puis que la personne a envie de sortir de ce choc, elle se rend compte qu'il y a eu comme ça un basculement. Et là, on peut confronter, alors à ce moment-là aussi, à des basculements naturels. La nature n'est pas toujours seulement bienveillante, elle est risquée parfois. Vous y croyez, vous, à ce type de thérapie dans le cadre d'une dépression?
Alors, il y a dépression et dépression, il y a une multitude de nouveau, on met le curseur, en effet. On va dire une grosse dépression quand même. Alors, quelqu'un qui est dans un passage dépressif et qui a besoin de soutien, je pense qu'il y a toute une série de pratiques ou d'activités qui, en effet, peuvent tout à fait soutenir une personne. Maintenant, si une dépression pour laquelle la cause est quelque chose de beaucoup plus intime, là, ça prend du temps de pouvoir en discuter, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, soit dans la vie réelle ou bien inconsciemment, qui a pu provoquer cette dépression. Ça peut prendre un temps certain, puisque l'origine doit être traitée. C'est ça. Là, vous fouillez de plus dans le passé peut-être de la personne, dans son vécu, dans son expérience. Dans le passé ou dans le présent, parce que l'idée qu'il faut toujours aller dans le passé pour résoudre les problèmes présents, ce n'est pas tout à fait juste. Ok. Est-ce que vous allez jusque-là, justement, à discuter avec la personne, ou c'est du non-verbal ? Non, ça peut aller loin. C'est accompagner quelqu'un dans la nature, c'est d'abord aller voir qu'est-ce qu'elle veut y trouver, y chercher. Enfin, y chercher d'abord, y trouver ensuite. C'est l'accompagner. S'il faut amener après à co-créer ensemble un rituel pour être dans la nature. Voilà, ça prend un certain temps. Donc, c'est quand même plusieurs mois d'accompagnement jusqu'au moment où on peut espérer un basculement, un retournement, une prise de conscience. On va voir tout de suite comment vous fonctionnez. C'est la vidéo qu'on aime, bien sûr. Et donc c'est une petite compilation des gestes que vous faites et qui correspondent, dites-moi si je me trompe, aux saisons. Voilà, donc on va les voir tout de suite. Donc là, vous êtes avec votre tambour. Vous regrettiez d'ailleurs de ne pas l'avoir apporté. Oui. C'est dommage, mais enfin on vous voit là. Donc, il est là. En effet, donc là, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Concrètement, ici, j'appelle les 4 directions, c'est-à-dire que je mets la personne en lien avec ces 4 directions. Elle est au centre, en fait, du macrocosme, on va dire. Et puis, il y a certains gestes qui lui permettent d'être en lien avec l'énergie saisonnière, comme ici, plutôt vers l'été, où vraiment elle est en lien avec son cœur, et où elle va découvrir... Là, on voit les gestes s'ouvrent et elle va découvrir une vision beaucoup plus ample. D'accord. Et le but, vraiment, c'est que le corps participe complètement et que l'expérience sensorielle aussi participe complètement. Donc, il y a le corps qui fait un geste, il y a la nature qui y répond, le froid, le chaud. Donc à chaque fois, il y a une petite illustration, très jolie d'ailleurs, de votre comparse du livre d'ailleurs. Oui, Sonia Corr, avec laquelle j'ai collaboré et qui rappelle ce lien entre la femme et la nature. Là, on est dans une autre saison. Et là, on est une autre saison. C'est vraiment celle où on est en lien avec le cœur et en même temps vraiment avec la terre. Voilà, je vous voyais observer ces images avec grand intérêt, mais étonnement aussi quand même, non ? Oui, tout à fait. Moi, c'est une pratique que je connais très peu, que j'ai découvert il y a quelques jours quand j'ai su qu'on allait discuter ensemble. Donc, j'ai pas mal de questions, on n'aura pas le temps de tout développer ici, mais là, je me dis que finalement, ça ressemble, vous me direz si je me trompe, finalement, j'ai beaucoup de patients qui viennent et qui ont des pratiques spirituelles. Il y a des catholiques, des musulmans, des bouddhistes qui ont chacun leurs pratiques, leurs rites qui sont très importants pour eux. D'autres qui ont des pratiques plus corporelles, des gens qui font du yoga, des personnes qui font du sport, parfois à l'extrême, plutôt le lien avec le corps. Mais en effet, c'est toujours des pratiques qu'ils ont à côté et que pour autant, ça ne vient pas résoudre le problème de, par exemple, une dame qui peut venir parce que ça fait 25 ans qu'elle a très envie d'être en couple, d'être amoureuse, et pour autant, elle choisit toujours des hommes pour qui le couple est tout à fait impossible. Et donc, voilà, là, je me dis que finalement, est-ce que vous estimez que c'est quelque chose que vous pouvez accompagner, résoudre, ou alors est-ce que c'est des choses qui ne se recouvrent pas totalement ? Alors, qu'est-ce qu'on résout ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne est capable d'observer ou de voir autour d'elle et qui viendrait un petit peu la titiller hors de ses habitudes de pensée ? Parce que là, on est en train d'entendre des habitudes de pensée, des habitudes de rentrer en relation. Donc, c'est du concret en même temps. Une dame qui ne tombe toujours sur la mauvaise personne pendant 25 ans, à un moment donné, elle se pose des questions, elle va chez un psy, vous en l'occurrence, pour avoir des réponses, ou en tout cas pour que vous puissiez la guider, comprendre d'où vient le problème. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour... Je vais lui proposer d'aller en nature, et ça, c'est un principe vraiment de réalité, c'est-à-dire comment on se trouve vers un arbre et comment on agit avec un arbre, qu'est-ce qui se passe avec un arbre qui n'est pas du tout identique avec une rivière, par exemple. Vous n'allez pas faire la même chose près d'un arbre que d'une rivière. Qu'est-ce que vous
vous attendez d'un feu dans la nature? Est-ce que vous attendez la même chose que d'une rivière qui coule? Et là, on peut commencer à se poser la question, mais près d'un arbre, je me sens par exemple en sécurité, et commencer à faire des métaphores autour du besoin de sécurité qu'on peut avoir trouvé. Donc, c'est vraiment un miroir et une capacité de se mettre en relation avec la nature et qu'elle vienne nous dire, en fait, d'abord comment on est et ensuite comment on pourrait éventuellement changer si ça crée de la souffrance. Mais c'est vous qui guidez la personne, du coup. La personne est toujours accompagnée. Elle est accompagnée. Après, il y a d'autres pratiques où la personne va y aller après toute seule, faire des chemins comme ça personnels et rendre compte à la prochaine séance. Et donc, il y a cette idée d'autonomie aussi. Qu'on apprend grâce à votre livre d'ailleurs. Hein. Donc, pour s'épanouir au rythme des saisons, vous donnez des clés. Oui. Vous nous dites, allez-y. Alors, bon, on a pas mal de choses. Hein. Bon, je l'ai lu avec grand intérêt. C'est vrai que vous nous dites, la première étape à faire, c'est ceci, ensuite cela. Vous nous demandez d'aller chercher des petits cailloux, des fleurs, des feuilles, en fonction des saisons, hein, parce que c'est pas toujours la même façon de procéder. Et comment on s'y retrouve dans tout ça? C'est en fonction de la saison qu'on vit? Au sujet, avec la saison qu'on vit, parce qu'on est cyclique, on change. Oui. Donc, est-ce que parce que c'est la femme qui est particulièrement liée je crois que les hommes, si on les écoute bien, ils ont aussi une dépression saisonnière vers le mois de novembre, ils se sentent moins bien, ils ont aussi beaucoup plus d'énergie quand le printemps revient. Et... Christophe, ça vous inspire quoi tout ça? Parce que vous êtes là, vous écoutez, et ça a l'air de vous toucher, mais en même temps... Vous contestiez quand même quand on a préparé l'émission par téléphone. Vous n'étiez pas tout à fait convaincu. Vous m'avez dit, j'ai été voir le site, je me suis intéressée et je trouve que c'est très fort lié à la femme déjà. Donc, oui, voilà. Donc, en effet, quand j'ai consulté les travaux que vous avez sur Internet, c'est beaucoup lié à la femme. Il y a une chose qui m'inquiétait, c'est en tout cas la façon dont on s'est présenté, c'est que c'est une pratique qui est très fort orientée vers la nature de la femme, d'une part, et puis d'autre part le sacré. Alors, en lisant ça, je me dis, mais finalement, est-ce que cette dame considère que la femme, ce n'est uniquement un corps et un lien avec le sacré? Alors là, je suis plus inquiet de voir la femme. La question de la liberté de la femme, justement. Comme juste un corps. On voit les femmes qui ont pu combattre auparavant et qui continuent encore, et on espère qu'elles n'auront plus à le faire à l'avenir, mais pour être indépendantes, pour pouvoir jouir elles-mêmes de leur propre corps, pour avoir le droit à l'avortement. Ça m'inquiète quand on voit la femme comme uniquement un corps. On parle de protéger son utérus. Donc là, j'étais un peu inquiet. Donc là, je voudrais un peu entendre ce que vous vouliez dire là-dessus. Parce que c'est vrai qu'en lisant, je dis ça vous fait un mouvement de recul? J'ai eu peur. Je dis attention, les acquis pour la condition de la femme, est-ce qu'on ne risque pas de les mettre en cause? Oui, c'est ça qui vous chipotez encore. Les conditions de la femme. Mais c'est vrai que vous bénissez aussi les utérus. Hein. Alors ça, c'est une autre pratique mais c'est parce que Christophe l'évoquait. Voilà, en tant que moon mother, enfin accompagnatrice au niveau du cycle féminin. Et dans le cycle féminin, il y a effectivement ces quatre saisons-là, alors qu'elles se retrouvent sur une année, elles se retrouvent dans un mois chez la femme. Et par rapport à l'inquiétude de Christophe? Alors l'inquiétude, ça serait que la femme pense comme les hommes, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est linéaire, qu'elle pense qu'elle peut toujours être pareille et qu'elle essaye d'être pareille dans cette efficacité. Mais vous ne trouvez pas que ça va à l'encontre justement de toutes les tendances aujourd'hui où en effet on essaye de remettre la femme un petit peu plus au devant de la scène, qu'elle prenne sa propre liberté Ah oui, mais sa propre liberté, c'est celle d'être une femme, c'est-à-dire d'être changeante. Enfin, je veux dire, il y a un travail hormonal qui se passe dans le corps de la femme dont elle peut pas nier l'existence. Donc si elle le vit bien, si elle apprend à se connaître à ce niveau-là, elle apprend à être pleinement fière d'elle-même à travers tous les changements qu'elle a. Elle peut être fiable, non ça vous satisfait. C'est là où je pense que notre approche est différente, c'est que nous, on ne vise pas à ce que la personne apprenne. Ce n'est pas une démarche d'apprentissage, ce n'est pas éducatif, on ne guide pas, mais on cherche à accompagner la personne à ce qu'elle puisse comprendre ce qui est en jeu pour elle, qu'est-ce qui est en jeu dans la répétition des scénarios qui chaque fois recommencent, pour pouvoir après faire des choix plus libres d'agir maintenant ou d'agir demain en ayant conscience de comment ça s'est passé auparavant, de pourquoi ça s'est passé, et de poser des choix qui sont plus libres parce qu'ils sont plus guidés par une démarche inconsciente qui nous semble parfois complètement obscure. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on amène une personne dans la nature, elle va retrouver, elle va être focalisée sur tel et tel élément de la nature, comme telle et telle feuille, ou tel et tel bâton, ou bien un animal, ou une coque vide